Bonsoir à tous, je suis Emmanuel Escalan, directeur de la société Southern Implant France. Voilà, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir avec le CEO, le PDG de Cube Innovation, Frédéric Marcil, qui aura donc le plaisir de nous faire la présentation sur ce bel outil que nous commençons à développer en France depuis quelques semaines. Voilà, j'avais le souhait de vous présenter plus en détail avec l'initiateur de cette démarche, de ce bel appareil, voilà, qui vient dans la continuité de ce que nous proposons chez Southern Implant en France, l'innovation, mais aussi des outils qui vont permettre d'améliorer la prise en charge des patients au quotidien. Et alors là, je peux vous garantir que ça va changer un petit peu votre façon de voir la prise en charge des patients avec un outil de diagnostic, mais aussi de communication qui va engager à comprendre en fait les plans de traitement que vous pouvez initier en mesurant des données que auparavant on faisait avec un principe de précaution. Et ça m'a beaucoup amusé ces dernières semaines lors d'échanges avec des praticiens même très expérimentés qui effectivement ont toujours ce principe de précaution. Mais par extension, j'aurais dit, mais c'est vrai que c'est bien avec cette expérience d'avoir ce principe de précaution, mais par contre, moi, quand je sors acheter le pain, je ne me mets pas un casque dans ma voiture et un gilet pare-balles. Donc, peut-être adapter en fonction de ce qu'on peut mesurer, en fonction des patients, ou parfois on va tout de suite voir la problématique et parfois on peut être très surpris. Et pour l'avoir fait aussi mesurer et essayer à un certain nombre de praticiens qui ont validé le fonctionnement parce qu'ils avaient eux-mêmes des problèmes et ont pu voilà, observer que cet appareil va permettre dans le temps de venir sécuriser les traitements et engager notamment les patients à comprendre davantage effectivement les thérapeutiques qui vont être initiées. Voilà, donc merci de vous être connecté ce soir. Donc Frédéric, si tu as le plaisir de commencer à partager ton écran pour nous faire découvrir plus en détail en fait l'intérêt de l'utilisation de l'appareil InnoBite au quotidien, que ce soit pour la restauration, pour la prothèse implantaire ou pour l'implantologie en général. Emmanuel, merci beaucoup. Merci pour cette introduction. En fait, si bien résumé que ben, je me dis que j'ai pas besoin de présenter, mais maintenant je vais y aller en un peu plus de détails par Dans le rapport détail. Ouais, ouais. au produit. Mesdames et messieurs, merci d'être là ce soir. C'est un plaisir d'avoir la chance de discuter avec vous de Montréal, ici au Québec, l'autre côté de l'océan. Je remercie Emmanuel et Southern Implant France pour me permettre de présenter et d'avoir la chance de communiquer avec vous ce soir. Donc, sans plus d'attente, je vais partager mon écran. Et puis, Alors, par contre, juste je rappelle aux participants, vous avez un petit module qui se trouve en bas, euh, voilà, où vous avez différentes choses, notamment le module qui s'appelle Q&R, donc qui est questions et réponses. Et donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez donc les écrire. Et voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre, ce qui donnera un peu de temps à Frédéric pour reprendre son souffle, parce que vous savez, les Nord-Américains sont toujours assez speed, donc voilà, ils ont toujours un bon débit et ça nous permettra de calmer un petit peu le jeu. Voilà, Frédéric, c'était à toi. absolument, ça va avec plaisir. Donc, ben, écoutez, ce soir, on parle de, comme Emmanuel l'a dit, de l'Innobyte. L'Innobyte, c'est un appareil qui permet de mesurer la force de morsure de vos patients. Donc, ce soir, je vais aller un peu plus en détail, à savoir qu'est-ce que la littérature suggère, quels sont les consensus scientifiques et comment nos utilisateurs actuels utilisent l'appareil. Euh, donc, je vais commencer un peu avec directement l'appareil en tant que tel et on va regarder un peu à quoi ça ressemble en action avec une patiente ici. Donc, l'Innobat, comme vous voyez dans la courte vidéo qu'on regarde là, c'est un appareil qui est portable, donc c'est facile à manier. On branche un embout qui est en silicone bleu, on recouvre cet embout-là d'un sac et puis simplement on insère l'embout dans la bouche des patients. Par la suite, on leur demande de mordre le plus fort qu'ils peuvent et puis, comme vous le voyez, instantanément sur le display, on a la valeur qui est révélée de la force de morsure. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait avec cette valeur-là?
Donc, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Vous avez vu une charte avec différentes couleurs. Et en fait, ce qu'on peut faire, ben, c'est corréler ce résultat-là avec un standard biométrique qu'on a créé. Et on va voir un peu plus qu'est-ce qu'il y en est de ce standard-là. Donc, la question principale que la plupart des gens se posent, c'est pourquoi l'Innobyte? Et je veux faire une aparté ici un peu pour juste parler du commencement de l'entreprise et pourquoi on a inventé ce produit-là. Il y a 10 ans de ça maintenant, pratiquement, il y avait un clinicien ici au Québec qui traite principalement des édentés complets sur prothèses amovibles pour les convertir sur des prothèses implanto-supportées. Et puis, il me dit, Fred, il dit, si je pouvais avoir un chiffre mesuré la force de morsure de mes patients pour leur montrer à quel point c'est des handicapés qui s'ignorent, il dit, ça serait complètement un changement drastique dans ma pratique. Parce qu'il était en fait infirmier. Et puis, en tant qu'infirmier dans des hôpitaux, il y a, par exemple, les thermomètres qu'ils utilisent, qui donnent un chiffre. Je veux dire, lorsqu'on fait de la fièvre, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est soit qu'on est à plus que 38 ou on est en bas de 38. Donc, c'est un peu la même idéologie qu'on a appliquée au domaine dentaire avec la force de morsure. L'Innobat vous donne un chiffre qui est la force de morsure totale. Donc, simplement, l'Innobat en 3 points, là, qu'est-ce que ça fait? Mais premièrement, la chose la plus importante selon moi, c'est que ça quantifie, comme j'expliquais, la fonction du patient au niveau oral et ça outille les cliniciens à avoir une communication basée sur des données. Comme Emmanuel disait un peu auparavant, avec un chiffre, les chiffres ne mentent pas. C'est beaucoup plus facile de démontrer à un patient s'il y a une force qui est excessive, par exemple, ou si sa force elle est trop basse avec un chiffre, plutôt que de l'expliquer avec une définition. La deuxième raison pourquoi les cliniciens utilisent et adorent l'Innobat, c'est parce que ça permet de définir les plans de traitement et en faire la conception en fonction du résultat de la force de morsure. Par exemple, le choix des matériaux pour un temporaire, est-ce qu'on va aller avec de la résine? Est-ce qu'on va aller avec du PMMA? Est-ce qu'on va aller avec d'autres matériaux? Ben, cette décision-là devrait être basée sur le résultat de la force de morsure. Parce que j'en suis convaincu que vous avez tous vu ou entendu des patients qui n'arrêtent pas de briser leur temporaire. Ben, si on avait mesuré la force de morsure, on aurait pu éviter ça. Et ça, c'est du temps qu'on peut passer à traiter d'autres patients plutôt que de refaire et revoir les mêmes patients sur la chaise. Finalement, le but ultime de mesurer la force de morsure, ben, c'est d'augmenter la satisfaction de vos clients et de vos patients plutôt. Parce que en démontrant la force pré-traitement, en la mesurant, la montrant au patient, et là, on peut également faire la même chose par la suite, après le plan de traitement a été complété, ça donne des outils aux patients pour constater, hors de tout doute, que le plan de traitement est efficace. Et donc, ultimement, ben, on contribue à améliorer la qualité de vie des patients. Donc, c'est vraiment un outil qui est gagnant pour les patients, augmente leur qualité de vie, gagnant pour les dentistes également, parce que ça les outils pour avoir les meilleurs plans de traitement et prévenir ces fameux bruits-là qu'on déteste tant. Donc, on va regarder un peu comment on prend une mesure dans plus de détails. Donc, vous avez vu l'embout bleu que j'ai ici. Peut-être que vous voyez un peu ma caméra. On insère ça dans la bouche des patients comme on a vu dans la vidéo. En fait, pour que la mesure soit précise et répétable, on a des guides sur l'embout. Et donc, vous voyez ici à l'avant, il y a un guide antérieur qu'on vient positionner au niveau des centrales supérieures. Et on a également deux guides postérieurs qui nous permettent d'ajuster la grandeur de l'arche à toutes les grandeurs et à tous les patients finalement que vous avez. Donc, on te recommande toujours 3 mesures. Donc, la première mesure pour se rendre confortable avec l'appareil. La deuxième mesure, on demande vraiment le maximum de force de morsure pendant 1 seconde. Pas deux, pas 10. Vraiment, là, c'est une mesure. Et puis, la force de morsure, elle est validée. Je vais me permettre d'arrêter temporairement mon partage d'écran ici. Et je vais me mesurer, en fait, devant vous. Donc, vous voyez, j'ai un embout ici, j'ai l'appareil. Et puis, voyons voir, aujourd'hui, 938 newtons au total. Et puis du côté gauche, j'ai 442 et du côté droit, 496 newtons. Donc non seulement vous avez la force totale, mais vous avez aussi la distribution côté gauche et côté droit. Donc, je vais repartager mon écran ici.
continuons avec la présentation. Donc, dans la vidéo qu'on a présentée un peu il y a quelques minutes, j'ai mentionné un standard biométrique, une charte de valeur référence. Donc, ça, c'est la charte qui a été créée pour notre produit. Il y a vraiment trois régions d'intérêt pour nous, pour les cliniciens. La première, c'est lorsque la force, elle est normale. Donc, c'est essentiellement où est-ce qu'on souhaite que la majorité ou tous nos patients se retrouvent. Donc, entre 650 et 1000 newtons, c'est une force qui est considérée normale. Maintenant, la première section d'intérêt, c'est lorsque la force elle est trop haute. Donc, n'importe quel patient appliquant plus de 1000 newtons est considéré comme un patient ayant une force excessive. Maintenant, vous voyez ici un cas d'exemple où le patient avait une force de 1128 newtons. Et vous voyez le dommage qui a été causé par ça. Donc, l'idée, c'est que avec l'Inobat, si on avait mesuré la force de morsure préalablement, ou il y a plusieurs années, on aurait pu potentiellement prévenir le dommage, la perte de dimension verticale ici sur les dents. Parce qu'on a maintenant des évidences scientifiques qui recommandent que chaque patient ayant une force excessive soit prescrit une plaque occlusiale ou des gouttières pour qu'ils, la nuit, puissent porter ça pour protéger leurs dents. Lorsque la force est excessive, c'est également intéressant pour choisir des matériaux qui sont plus résistants. Par exemple, des types de céramique qui sont vraiment plus résistantes parce que la force est tellement grande du patient qu'on peut déterminer que si on ne va pas avec ces matériaux-là, ben, le risque de bris est extrêmement grand. En fait, il y a eu une étude très récente par l'Université aux États-Unis de Johns Hopkins, School of Public Health, et puis ils ont fait des études à savoir qu'est-ce qui était qu'est-ce qui étaient les plus grands problèmes finalement là, sur des cas sur implant. Et puis, en fait, la conclusion qui est arrivée, c'est que ils ont découvert que lorsqu'on parle d'implants pour des patients qui ont une force excessive comme ça, par exemple, on prendrait ce patient-là, on extrait tout et puis on fait une restauration complète sur implant, ben, 4 implants ne seront pas suffisants. C'est maintenant recommandé, et on a de l'évidence scientifique qui supporte ça, que lorsque la force est excessive, on a besoin de au moins 6 implants et plus pour bien distribuer la force et pour assurer la pérennité de la restauration dans le temps également. Donc, c'est vraiment ces trois concept-là de les matériaux plus résistants, un plus grand nombre d'implants pour distribuer la force et de la prévention et de la protection avec des plaques occlusales pour n'importe quel patient qui a une plaque qui a une force excessive. Si on regarde l'autre extrême maintenant, cette dame-là, qui est selon moi une catastrophe, c'est une dame qui était édentée complète avec des prothèses amovibles depuis maintenant une quinzaine d'années. Vous voyez ici la dimension verticale, l'affaissement, la perte d'os. La dame pouvait seulement appliquer 74 newtons. Donc, vous voyez que moi, avec mon 938, je suis loin de 74. Et puis, dans ce cas-là, ben, c'est comme je disais un peu, ça devient un outil ultra intéressant de communication lors des consultations. Parce qu'en mesurant leur force de morsure, ici, ben, ça vient confirmer à quel point ils ont un problème au niveau de leur fonction. Ça vient quantifier la fonction. Et cette fonction-là, on peut la corréler selon la science, avec la diète et ce que les patients peuvent manger finalement. Donc, on sait que ça affecte grandement leur alimentation et ça affecte directement leur espérance de vie, leur qualité de vie. Donc, ça devient un outil de conscientisation pour les patients, pour les aider à améliorer le résultat du plan de traitement et à garantir leur satisfaction avec, par exemple, une conversion sur implant dans ce cas-ci. Donc, comme je vous expliquais, ça devient intéressant pour prescrire des implants. Et si on ne peut pas aller vers les implants, malheureusement, ben, potentiellement de faire des prothèses qui sont renforcées. Parce que si la force est légèrement plus haute, par exemple, si on est dans les 400 newtons, ben, ça serait intéressant de peut-être introduire une barre dans la base des prothèses pour s'assurer qu'on n'ait pas de bris. Parce que des prothèses amovibles en acrylique à 500 newtons, 600 newtons, ben on en voit qui brisent. Donc, c'est intéressant de considérer ça avant d'aller de l'avant avec le plan de traitement. Donc, on va aller un petit peu plus plonger vers ce qui se passe là, au niveau de la littérature et qu'est-ce qui a été étudié et dit par rapport à la force de morsure. Donc, ici, c'est une liste là, non exhaustive des applications cliniques documentées dans la littérature. Je vais passer à travers chacune rapidement pour donner une certaine idée de qu'est-ce qu'il y en est.
Ici, en fait, on a une cliente qui est une utilisatrice aux États-Unis, Dr. Stanley, qui m'expliquait comment elle utilise son Innobat. Et pour elle, elle me disait, Fred, c'est vraiment super l'Innobat parce que souvent, les patients que je vois ont des dents manquantes au niveau postérieur. Et malheureusement, parce que, ben, au niveau esthétique, ça paraît pas, les patients ont tendance à pas nécessairement vouloir aller de l'avant avec une restauration. Donc, elle a dit, grâce à l'Innobat, ben, je suis capable de démontrer l'impact de une ou deux molaires manquantes sur la force totale de morsure. Et ça, ben, ça les aide à démontrer le besoin de traitement qu'il faut effectivement pour garder cette fonction-là, remplacer et aller de l'avant avec un traitement pour remplacer les dents manquantes. Donc, plus récemment également, dans plusieurs publications, plus d'une dizaine de publications, on a maintenant un chiffre qui aide les cliniciens à déterminer est-ce qu'on devrait aller vers une obturation plutôt qu'un plombage. Et on sait maintenant que sur des dents naturelles, lorsqu'il y a 3 murs ou plus restants, si le patient a une force excessive, donc 1000 newtons et plus, on devrait aller avec une obturation plutôt qu'un plombage. Donc, c'est très intéressant pour les patients de voir ça et pour les dentistes de quantifier aussi pré-traitement. Si on a eu un traitement endodontique, une petite note pour dire que ben, on perd une certaine rigidité au niveau de la dent, évidemment. Et puis, ben, c'est 750 newtons et plus. Ça devrait être une couronne s'il y a eu un traitement endodontique préalablement. Donc, ça, c'est une autre façon que l'appareil et la force de morsure est utile aux cliniciens dans leurs travaux à chaque jour. Si c'est une petite note par un chercheur italien qui est un utilisateur de notre produit de l'Université d'Aquila en Italie, qui vient de publier cet article-là qui est, je trouve, très intéressant. En fait, ils ont regardé l'impact de la classe d'occlusion sur la force de morsure. Et puis, ben, la conclusion est essentiellement que, évidemment, la force de morsure est plus élevée dans les classes 1 d'occlusion. Donc, il y a quand même une différence statistique entre les classes 2 et les classes 1. Donc, c'est intéressant de considérer ça spécifiquement pour les reconstructions complètes, ce qu'on appelle aux États-Unis les full arch reconstruction, parce que de la façon que l'occlusion sera conçue, ça peut avoir un impact important sur la force de morsure et sur les bris plus tard, spécifiquement sur les cas qui sont fixes sur un plan. Parlons des cas full arch aux États-Unis, on a Dr. Amin ici qui utilise l'Innobat d'une façon intéressante. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'évidemment, il mesure la force de morsure pré-traitement avant d'aller de l'avant et faire la chirurgie pour les implants pour déterminer le risque de mise en charge immédiate. Donc, essentiellement, un patient qui aurait une force de morsure excessive ne serait pas un candidat pour la mise en charge immédiate parce que le risque de complications, le risque, selon lui, de perdre un implant est trop grand. Donc, pour lui, c'est vraiment un outil de garantie de succès parce que, rappelez-vous, nous, en Amérique du Nord, si l'implant est perdu, par exemple, ou il y a un problème, ben, très souvent, plus souvent qu'autrement, ben, les dentistes se font poursuivre en justice par les patients. Donc, c'est d'autant plus important pour Dr. Amin d'avoir un dossier patient documenté avec des chiffres pour justifier le plan de traitement. Donc, une façon de réduire les bris à long terme et assurer la pérennité du traitement. Comme j'expliquais aussi un peu préalablement, pour les cas de full arch, on peut généralement utiliser cette charte ici, qui est en fait des recommandations cliniques, mais qui vraiment une conclusion de toute la littérature qui existe par rapport à la diète. Donc, essentiellement, ces graphiques, c'est pour expliquer aux patients, écoutez, selon la science présentement, il faut au moins 650 newtons pour être capable de bien manger et bien mastiquer un steak. Donc, ça permet aux patients de un peu relativiser qu'est-ce que c'est 600 newtons, parce que c'est pas nécessairement une quantité qu'ils sont habitués de connaître. Et puis, évidemment, ben, plus on descend en force, moins, le type de nourriture est possible de manger. Comme par exemple, si on est comme la dame, on voyait un peu plus tôt à 74 newtons, ben, écoutez, on regarde entre une diète semi-liquide et finalement des milkshakes la majorité du temps, là. Donc, c'est vraiment à ce point-là un point qui est critique. Et c'est très bien documenté dans la science que la seule façon de leur redonner une force de morsure, une fonction qui est normale, c'est d'aller sur une restauration sur implant. Donc, ça permet de mesurer le avant et le après. Plus récemment, il y a aussi maintenant une étude qui corrèle les caractéristiques des implants. Donc,
On a les newtons ici dans le bas de la charte. Et puis maintenant, ben, par analyse d'éléments finis, on est capable de recommander que ben, pour un patient qui a une force de 500 newtons, par exemple, il faudrait ben, idéalement un diamètre de 5 millimètres et plus pour l'implant pour s'assurer qu'on ne surcharge pas l'implant en termes de force et de stress. Évidemment, toutes ces études et informations qui sont disponibles, ça va me faire plaisir de les partager avec les gens qui sont présents ce soir. Ils sont également disponibles sur notre site web si vous voulez plus d'informations. Maintenant, un petit cas clinique pour démontrer un peu le avant-après implant. Je vous en ai parlé, mais j'aime bien toujours montrer des photos pour quantifier ce qui se passe avec la force de morsure. Donc, on regarde ici cette patiente-là qui vient évidemment voir un clinicien, pas très heureuse de sa condition au niveau esthétique et fonctionnel. Et puis, ben, elle a ses dents naturelles avec les dents postérieures manquantes, une classe d'occlusion qui est à retravailler évidemment, et puis une limitation importante au niveau de la fonction là, et de son alimentation. Donc, on mesure 74 newtons initialement. Donc, on doit extraire les dents, malheureusement, à cause de la maladie périodontale. On extrait, on met deux prothèses amovibles temporaires. On passe de 74 à 179 newtons. Donc, on a une amélioration, mais si vous vous rappelez, une force normale, c'est entre 650 et 1000. Donc, on est quand même loin d'une force normale. Par contre, on rajoute les implants, 4 implants, et puis ben, on tombe à 628 newtons. Donc, vous imaginez la satisfaction de cette patiente-là lorsqu'elle voit ce résultat-là, ce chiffre-là sur l'inobète après la chirurgie. C'est vraiment quelque chose qui a un impact majeur. Donc, nos clients nous le répètent, le fait de le faire avant et après, c'est tellement important pour les patients, pour leur satisfaction. On va parler d'un sujet qui est un petit peu plus complexe et je dirais moins populaire, mais ben, c'est les bris. Lorsque ça brise, surtout sur un plan, avec la proprioception qui est grandement diminuée sur un plan, surtout sur les cas fixes, ça peut devenir un problème important. On voit souvent de la zircone fracturée sur des cas fixes parce que la force de morsure est à 1200, 1300 newtons. Donc, c'est vraiment impératif de la mesurer pré-post-traitement dans ces cas-là. Je regardais une publication récente dans Nature, qui était de l'Université de Genève, et puis qui disait qu'en réalité, on a environ 20% des cas qui finissent par briser dans le temps. Et ça, c'était sur plusieurs milliers de cas. C'est une étude longitudinale sur 12 ans. Donc, c'est vraiment un problème qui est majeur. Donc, en mesurant la force de morsure, c'était ce qui était publié dans l'étude. C'est une façon de mitiger ça et d'assurer la pérennité du plan de traitement. Dr. Berous, qui est une prosthodontiste de renom international basée ici à Toronto, au Canada, pour elle, en fait, elle aime tellement son produit que non seulement elle l'utilise pour les cas d'implants et les cas sans implants, parce qu'elle devient beaucoup plus confortable dans ses choix de matériaux. Mais elle a même été jusqu'à écrire un article qui a été publié dans des journaux scientifiques pour aider les cliniciens à décider quel type de matériaux devrais-je utiliser pour ce patient-là et quelle conception aussi, quel design on devrait aller de l'avant. Donc, ça va me faire plaisir de partager ça avec vous si ça vous intéresse. On va aller vers les neuromodulateurs qui sont en Amérique du Nord de plus en plus populaires. C'est une utilisation qui est grandissante à chaque jour, spécifiquement pour les cas sur implant. On a Dr. O ici qui est l'instigateur d'un groupe de plus de 85 cliniques dentaires aux États-Unis qui utilise son inobète et sa pour mesurer la force de morsure pour déterminer si pré-traitement parce qu'il est spécialisé dans la reconstruction complète des patients. Est-ce que pré-traitement, on devrait injecter des neuromodulateurs comme le Botox dans les masséters, dans les temporaux, pour temporairement diminuer et réduire la force de morsure, pour permettre de faire une mise en bouche, une mise en charge immédiate de la restauration? Parce que selon lui, lorsque la force elle est excessive, puis on ne réduit pas la force de morsure, ben, les implants sont surchargés et là, ça amène à des complications, des pertes et des problèmes qu'ils ne veulent pas avoir. Donc, c'est une approche intéressante. Je voulais partager avec vous sur ça ici, cette patiente-là. Donc, vous voyez, initialement, dans la vidéo, elle avait 1200 newtons. Problème d'ATM, problème de douleur chronique. Donc, c'était vraiment
une situation qui était intolérable pour elle. Donc, il est allé voir un spécialiste qui évidemment travaille avec son Inobet et puis on a mesuré 1200 newtons. On a injecté 90 unités de Botox réparties dans les masséters et temporaux et une semaine après, ben, vous voyez, déjà, la force est passée de 1200 à 900 newtons. Donc, c'est une baisse de près de 30% en une semaine. On sait également dans la littérature que le Botox est le plus actif dans 3 à 5 semaines après l'injection. Donc, vous voyez, 3 semaines après l'injection, la patiente était rendue à 600 newtons. Donc, on a divisé sa force de morsure par deux grâce au neuromodulateur. Donc, ça vous donne juste une idée à quel point la force de morsure peut changer avec l'injection de Botox dans les masséters. Ça peut être une façon d'encore une fois s'assurer de ne pas perdre des implants et de ne pas avoir de complications au niveau prothétique post-chirurgie. En conclusion, je veux parler un petit peu de l'implémentation de cette technologie-là. Comme vous avez vu, c'est une technologie qui est très facile d'utilisation. Euh, L'objectif, c'est que ça soit votre équipe dans votre clinique qui soit en mesure de prendre la mesure de tous les patients qui rentrent et ça devrait faire partie de l'examen général de chaque patient qui entre. Nous, on recommande évidemment de commencer dans les 5 premières minutes de la consultation avec la prise de force de morsure parce que ça change la communication. Comme Emmanuel le disait un peu auparavant, c'est un outil de communication très puissant. Et en commençant par la force de morsure, on peut orienter la discussion basée sur cette valeur biométrique-là pour expliquer et aller dans une direction d'un plan de traitement qui est le mieux adapté pour le patient. Parce qu'ultimement, on veut qu'ils soient satisfaits et on veut qu'il y ait le meilleur plan de traitement possible, qui leur donne leur meilleure qualité de vie. Donc, on recommande toujours à la consultation. On recommande une deuxième mesure lors de la mise en bouche de la restauration finale. Et optionnellement, ben, au suivi de 6 mois, au suivi d'1 an, dépendamment, pour constamment garder ce qu'on appelle une baseline de la force de morsure dans le temps, pour s'assurer que les patients, ben, on puisse identifier s'il y a eu, par exemple, une baisse importante de la force subitement, et puis, ben, si c'est le cas, il faut investiguer. Même chose si la force aurait augmenté drastiquement, peut-être l'occlusion a changé, peut-être l'occlusion a bougé. Donc, c'est important de garder cette valeur-là comme des rayons X et que ça fasse partie de l'examen général. Je vais vous laisser sur une courte vidéo d'un patient qui avait des problèmes dentaires importants et qui parlait comment l'Inobet a en fait changé la façon qu'il a vu le plan de traitement et qui a en fait changé sa décision. Donc, je vous laisse sur cette courte vidéo. Par contre, Frédéric, c'est normal qu'il n'y ait pas de son? Ah, pardonnez-moi, non, il y a du son. Donc, laissez-moi repartager mon écran à ce moment-là parce que ça vaut quand même la peine. Petit problème technique ici. Euh, Partage. Share sound. OK. Parfait. Donc, on est reparti. Donc, si je me permets de le redémarrer, Emmanuel, si tu peux me confirmer qu'il y a un son cette fois-ci. Keep biting and then let go one last time. Let go. That's what I love about the Inobite, folks. A patient that we take in that has 111, I believe, when we started, and just right after rehabilitation, we haven't even sent the patient home yet. We know we registered about 553 Newton of force. That is just a hair close to normal. You understand? And this gentleman told me the fact that he could see
his deficiency in terms of what he can bite and what he cannot bite, and knowing his exact number was a game changer for him. Is that what you told me when we met? Yes, sir. And he went home, came back, and today look at where we are. Show the smile for me, Nick. And we just did this. And very soon, we'll do the bottom and get you in full rehabilitation. Nick, Yes, sir. you're a superstar. Thank you. Thank you very much. Keep back. Et voilà, ça conclut ma présentation. Emmanuel, je crois qu'à ce moment-ci, on va prendre des questions, commentaires sur la technologie. Alors, merci déjà Frédéric pour cette présentation. Alors, on n'a pas eu de questions pendant le webinaire. Bon, c'est assez clair sur les propos et l'intérêt de l'outil. Je pense que tout le monde dans sa pratique rencontre des problématiques effectivement de diagnostic et que là, on vient de comprendre avec cet outil que ça permet d'anticiper des problèmes futurs. Tous les bons praticiens, on va dire, de France et de Navarre et même d'ailleurs dans le monde, ben, malheureusement, on rencontre des problèmes aussi de casse ou, alors là, ce qu'on voit sur la vidéo, c'est intéressant. Alors nous, effectivement, on a fait le choix en France de ne développer que l'appareil avec la mesure bilatérale. Et donc, on avait cette discussion au préalable avec le docteur Mollet et d'autres praticiens qui utilisent l'appareil, c'est que quel que soit en fait le type de réhabilitation, qu'elle soit unitaire ou totale, et encore plus complexe quand c'est une réhabilitation globale, c'est effectivement de pouvoir rééquilibrer de façon bilatérale. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on mesure euh, avant le traitement et après le traitement, et que avant de passer notamment à la prothèse définitive, de pouvoir mesurer effectivement si on a une bonne équilibration de la restauration qu'on a pu faire pour s'éviter d'avoir des casses de prothèses, notamment sur les gens qui bruxent beaucoup. Donc voilà, on s'évite des problèmes et une satisfaction très élevée des patients du traitement qu'on leur aura proposé. Alors, il me semblait, oui, j'ai quelques questions. Euh, Christian me pose une question et il te remercie pour la présentation. Alors, il me pose une question sémantique. Plutôt que de demander à un patient de mordre le plus fort possible, ce qui sort totalement d'une plage de valeurs physiologiques, notamment masticatoire, ne serait-il pas plus pertinent de leur demander de mordre comme s'ils avaient quelque chose de dur à mastiquer? C'est un excellent commentaire. C'est une interrogation qu'on a eue beaucoup. Euh, et des tests qu'on a fait initialement lorsqu'on a créé et conçu l'appareil, ben, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on cherchait la façon d'arriver le plus rapidement à une valeur qui était la moins subjective possible. Donc, en demandant, par exemple, à un patient ou à Emmanuel, ben, Emmanuel, mord ta force normale ou mord ta force dans telle condition, on avait une variation des résultats qui était trop grande statistiquement. Donc, la plus petite variation de résultats, c'était vraiment d'aller au maximum. Et quand je parle au maximum, je dis vraiment le maximum. Je vois souvent les gens trembler. Juste pour donner une idée, là, ils mordent tellement fort qu'ils tremblent ici. C'est comme ça on les veut parce que ce qu'on veut faire, c'est concevoir en fonction des pires cas. Donc, le pire cas, ben, c'est lorsque la force elle est la plus haute. Et d'autant plus que pour faire du pouce sur ce que tu disais, Emmanuel, au niveau des parafonctions, ce qui est documenté dans la littérature, c'est que la force qu'on est capable de mettre durant le jour, disons par exemple, moi à 1000 newtons, il est clair que lorsque j'ai un épisode de parafonction la nuit, lorsque la proprioception est différente, ben, je suis capable d'aller chercher jusqu'à 2 fois à 3 fois la force que j'appliquais durant le jour. Donc, vous pouvez vous imaginer, si on est à 1200, 1300 le jour, ben là, l'impact est encore plus grand sur les matériaux et le stress est plus énorme. Donc, c'est la raison pourquoi on recommande la force la plus forte pour rester le moins subjectif possible. On reste des humains, malheureusement, on n'est pas des robots. Et ce qui est très intéressant dans les séries de présentations que nous avons pu faire ces dernières semaines, c'est notamment aussi la position. C'est-à-dire que, Mhm. pareil, on parle de posture, et c'est de la posture très clairement, et que donc on a eu des rencontres à différents endroits,
avec des praticiens. Des fois, on était au restaurant, sur des tables hautes, où les pieds n'étaient pas bien posés au sol, ou les pieds, par exemple, à un bureau où on a l'habitude, des fois, on croise les pieds. Les mesures étaient complètement différentes. Donc, Mhm. c'est très intéressant, effectivement, de rappeler l'intérêt, effectivement, quand on fait une réhabilitation, c'est de rééquilibrer complètement le patient. Et pour le coup, pour le mesurer, ben, il faut avoir les deux pieds bien plantés dans le sol, assis, et notamment parce que Oui. ben, souvent, quand on mange, on est assis, parce qu'on a des valeurs très excessives quand on est debout aussi. Mhm. Donc, voilà, c'est toutes ces petites données qui sont importantes à prendre en considération. Il y avait une question concernant si, effectivement, en fonction des mesures relevées, s'il y avait une indication sur le choix des matériaux, notamment sur la réhabilitation implantaire, effectivement, où on va, ben, en fonction du patient et des mesures enregistrées, plutôt ben, effectivement à engager le patient à utiliser quoi, ou être équipé avec de la zircone ou du titane. Oui, certainement, oui, il en a. On travaille sur, on peut partager cette information-là avec vous, qui est une information préliminaire. On a travaillé à l'interne à créer ces recommandations-là techniques. Par contre, on travaille avec l'Université Harvard aux États-Unis, entre autres, sur une étude indépendante pour acheminer ces recommandations-là de façon plus générale pour les choix des matériaux. Ça devient, ça peut devenir du cas par cas, dépendamment de l'occlusion, dépendamment de, comme Emmanuel disait, comment on balance le côté gauche-droite aussi, qui est très important, Mm. les choix des matériaux. Également, si c'est des cas fixes ou amovibles sur un plan, parce que on voit des problèmes sur des cas fixes parfois, comme je disais, parce que s'il s'agit un peu d'épisodes de parafonction, ben là, ça peut faire de la casse. Je peux vous faire parvenir cette information-là par courriel. Et puis, ça va me faire plaisir d'en discuter. Là. Quand est-ce qu'on met du PMMA, de l'acrylique, par exemple, de la résine, de la zircone. Non, mais ça reste très intéressant, notamment, comme on le disait en préambule aussi, en termes de communication dans son choix thérapeutique, où souvent, ben, malheureusement, les praticiens ont affaire à des patients qui viennent parce qu'ils ont estimé qu'ils ont le même problème que la voisine ou que leur oncle ou que le cousin, donc, qui a eu une réhabilitation et eu deux implants, il est très content. Mais il ne comprend pas que ben, c'est un individu différent et que malheureusement, lui, dans son cas, peut-être qu'il va falloir faire une greffe ou mettre un Mhm, implant ou deux implants de plus parce que ben voilà il présente des données qui sont un petit peu différentes et que voilà quand on a un outil toujours pareil pour pouvoir démontrer effectivement ce qu'on est en train d'expliquer ou ce qu'on disait aussi au début, ben, par principe de précaution on a quand même quelques alertes quand on fait un examen clinique et que là, ben, on peut lui montrer et lui faire comprendre et valider effectivement le choix thérapeutique qui va être fait. mhm. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'autres. Ah si, peut-être non. Ben, j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas. Voilà, on va rester quelques minutes si vous en avez encore. Sinon, j'en profite forcément pour vous dire que pour aider voilà, à vous équiper dans ces prochaines semaines, si vous avez été intéressé par le concept InnoBite et vous souhaitez l'adopter, nous allons faire forcément une offre de lancement pour le démarrage et le lancement de ce produit en France, qui est notamment à un tarif de 4 200 € TTC prix catalogue. Là, on va faire un énorme effort avec le soutien de la maison mère au Canada à 3 600 € jusqu'à la fin du mois d'octobre. Voilà, pour vous permettre d'acquérir ce bel outil qui, je pense, va vous aider au quotidien dans le traitement de vos patients. Voilà. Donc, en attendant, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et puis, de toute façon, pour toutes les personnes inscrites et qui ont participé à ce webinaire ce soir, on va vous envoyer le replay d'ici demain avec toutes les informations que nous avons pu échanger ce soir. Alors, je vois que peut-être d'autres questions. Ah ben non, je crois que voilà, j'ai répondu à tout. Merci à tous pour votre participation. S'il n'y a pas d'autres questions, merci Frédéric pour ta disponibilité. Et puis merci à tous pour votre intérêt en espérant de vous revoir très prochainement. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci Emmanuel, merci Et une pour tout. excellente journée, pardon. Oui, ici, on commence l'après-midi et bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là ce soir. Merci, à bientôt. Bonne soirée, au revoir.